Donc on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous camarades, j'espère que de là où vous m'écoutez, vous vous portez tous très bien. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur le guide des ruches, à savoir comment vous organiser et mettre en place des actions locales. À la suite de notre intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors ce qu'il faut savoir sur la ruche, c'est que la ruche est bien plus qu'une simple initiative militante, car elle incarne une vision audacieuse de la mobilisation citoyenne, avec une tentative de reconstruire les bases d'un engagement collectif, authentique et transformateur. Sous l'impulsion de Juan Branco, ce projet aspire à fédérer des forces autour d'un programme commun, conçu et enrichi par ceux qui veulent redonner la souveraineté au peuple. Ce réseau qu'on constitue à travers ce serveur, déjà solide, témoigne d'un engagement énorme. Cependant, notre ambition ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à rassembler, à motiver et à inspirer, car chaque action, chaque échange et chaque contribution va s'inscrire dans un élan collectif visant à bâtir un futur à l'image de nos aspirations les plus profondes. Il est important de reconnaître la grandeur de ce travail militant qui repose sur la volonté de chacun d'agir au-delà des cadres traditionnels. Ce mouvement est un modèle pour transformer nos idées en une réalité tangible, tout en renforçant notre présence locale et régionale. Car c'est ensemble et par un engagement partagé que nous porterons les hauts valeurs de notre société. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Branco. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes désormais 7000 sur ce Discord. C'est un chiffre important. Rappelons que les deux principaux partis en termes de militants en France, la France Insoumise et le Rassemblement National, ont respectivement 8000 et 16 000 membres sur ces plateformes, alors qu'il s'agit de l'un des principaux outils de mobilisation politique en France aujourd'hui et que nous avons obtenu ce nombre d'adhérents sans aucun moyen particulier, simplement à travers une diffusion très unilatérale et asymétrique grâce aux comptes que nous avons mobilisés sur les réseaux sociaux, mais donc sans encore avoir pu toucher le public général. Or, c'est une étape qui va arriver très prochainement. On a un certain nombre d'organes de presse qui se sont intéressés à la candidature, la possibilité d'une candidature et l'organisation du mouvement que l'on proposait. Et il va falloir se montrer prêt à très rapidement prendre le relais et être en mesure de générer à partir de cette couverture une dynamique qui très rapidement génère un rapport de force à l'égard des forces constituées qui nous gouvernent aujourd'hui, nous pillent et nous mettent en grande difficulté. Donc il m'est apparu important de faire ce point avec vous aujourd'hui, tout simplement pour vous donner quelques idées de ce que nous attendons et de ce que nous espérons de la mobilisation physique sur le terrain au sein des 100 ruches qui ont d'ores et déjà été créées sur l'ensemble du territoire et qui ont commencé à se réunir de façon plus ou moins régulière et avec un succès certain. Succès pour une raison très simple, parce que les simples rencontres qui ont été fécondées par le lancement de cette initiative suffisent à notre bonheur et à nous permettre de nous satisfaire d'un point fondamental, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont découverts les uns les autres et qui ont pu, à travers ce lien, rompre un peu avec les logiques délétères qui s'imposent aujourd'hui à notre société. Et le motif de satisfaction supplémentaire auquel on a eu droit, c'est d'une part qu'il y avait des personnes de tout âge, et notamment des jeunes, ce qui est très très rare aujourd'hui dans les organisations politiques, et d'autre part des personnes qui venaient de tout horizon idéologique. Et ça, c'est un élément fondamental qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Il faut qu'on soit très attentif à la nature nouvelle du mouvement qu'on est en train de créer, qui a pour vocation de faire l'inverse de Macron, qui cherchait à nier les différences idéologiques, et nous cherchons, nous, à l'inverse, à les faire se confronter et échanger, sans à aucun moment délégitimer ce que le camp de l'extrême centre considère comme un extrême, et sans se fermer à une quelconque perspective qui nous soit offerte, et au contraire à tenter de la comprendre, de l'embrasser, de trouver le point commun, le point d'échange qui va nous permettre de nous relier. Notre objectif, rappelons-le, n'est pas de gouverner ce pays, c'est de rendre la parole au peuple. C'est de reprendre le pouvoir à ceux qui nous l'ont pris,
c'est s'assurer que nous soyons entendus et que nous puissions mettre fin à la mascarade qui nous mène dans l'impasse. Donc à partir de là, il est essentiel que nous réfléchissions aux instruments qui vont permettre cette transition. Alors c'est ce qu'on a fait avec le début de réflexion programmatique qui vous a été partagé et qui suscite beaucoup de remontées et de commentaires de votre part. Mais c'est ce que l'on doit maintenant aussi faire par rapport à l'organisation de notre mouvement et des échanges que l'on va mettre en place en réfléchissant notamment aux objectifs qui sont les nôtres. Notre objectif principal, c'est évidemment nous mettre en position de les sortir, de les faire tomber, de réprimer ceux qui ont abusé de leur position en France et de redistribuer les ressources qu'ils ont accaparées pour rendre l'ensemble de la population non seulement plus riche, mais aussi plus capable de faire face aux dangers extraordinaires qui commencent à monter, qu'il s'agisse d'une guerre que l'on ne cesse de nous promettre et de nous annoncer, qu'il s'agisse de la croissance de la misère, qu'il s'agisse de la souffrance psychologique qui s'est emparée d'une grande partie de la population, et en particulier de la jeunesse, et en particulier au sein de cette jeunesse, des jeunes femmes, et évidemment d'avoir une capacité à faire face aux nombreuses puissances qui cherchent à s'approprier et à accaparer nos ressources, et qui sont de plus en plus puissantes, pour le dire de façon assez brute de décoffrage, pour éviter de devenir des esclaves de la Chine de demain. Donc on est dans une situation où il y a toute une série d'enjeux vitaux auxquels on est confronté, et qui doivent nous amener en un peu plus de 2 ans à être prêts à négocier avec des acteurs comme Xi Jinping ou Donald Trump. Notre objectif, c'est de nous mettre en position de faire face à ces forces-là, à la fois en interne, donc les puissances oligarchiques qui nous asservissent et l'ensemble de leur réseau de corruption et d'oppression, et à l'extérieur, à l'encontre des puissances continentales qui cherchent à s'étendre et qui cherchent à devenir des puissances mondiales, et ce faisant à nous asservir et à nous traiter comme des simples ressources. Et donc, évidemment, notre moyen, ce mouvement, doit avoir pour fin non pas tant de prendre le pouvoir, mais que de s'assurer que le pouvoir n'échappe plus à la population française, à la fois au sein de ses frontières et à la fois à l'égard des personnes qui cherchent à la polluer et à la piller depuis l'extérieur. Nous partons donc d'une centaine de ruches et d'une avant-garde de 7000 personnes qui se sont inscrites sur ce Discord, qui viennent de l'ensemble des horizons idéologiques de ce pays. Nous partons aussi d'une base de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux d'à peu près 1 million d'individus, et d'un parcours qui est le mien, qui m'a permis d'échanger, de rencontrer et de construire des affinités avec des personnes qui viennent de tous milieux, notamment à travers mon engagement auprès des Gilets jaunes, du Convoi des libertés, d'un certain nombre de révolutions populaires, y compris au Sénégal et à l'étranger, et d'intellectuels, professions qui ont une utilité dans la fonction de gouvernement au sein d'une société, qui nous ont donné une connaissance suffisante pour savoir comment est-ce qu'il faudra leur arracher le pouvoir pour le rendre. Et donc il faut qu'en fait on trouve le point de coagulation qui permette d'une part de transférer ce pouvoir et ce savoir à l'ensemble de la population, et de l'autre être suffisamment fort face à ses adversaires dans un premier temps, pour pouvoir non seulement les sortir, mais s'assurer qu'ils ne cherchent pas à nous nuire, ni à reprendre ce qui leur aurait été retiré. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre extraordinaire qui d'un côté sera redistributif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir le pouvoir, et de l'autre se montrer suffisamment fort pour pouvoir assurer cette transition et s'assurer que personne ne profite de cette révolution au détriment du peuple français. C'est pour ça donc qu'on a réfléchi et annoncé notre réflexion sur la question de la présidentielle, qu'elle arrive en 2027 ou plutôt 2025 ou 2025, ou 26, pardon, parce qu'on voit qu'il y a un horizon qui s'effondre, le leur, et qu'il y a au contraire une espérance qui commence à naître, celle d'un peuple enfin débarrassé de ce système qui arrive à bout de course et qui, après avoir fabriqué l'égérie Emmanuel Macron, n'a jamais réussi à le substituer par un tiers, et d'échec en échec se retrouve aujourd'hui à bout de souffle et sans alternative réelle qui lui permette de perpétuer ses privilèges. Donc on a une opportunité historique qui doit nous amener à envisager toutes les possibilités pour saisir ce pouvoir et pouvoir le rendre. Notre mouvement vise à se faire rencontrer les personnes qui veulent ce changement radical, qui veulent qu'en France, on puisse à nouveau se soigner, on puisse à nouveau avoir une éducation de qualité, on puisse à nouveau s'alimenter
de façon saine, qu'on puisse à nouveau fonctionner dans un monde où la corruption, le pillage, l'injustice ne soient plus une règle, une norme, que l'impunité cesse. Des personnes qui veulent vivre dans un pays qui ne sera plus dominé non seulement par des forces oligarchiques qui contrôlent l'espace public et qui donc de facto contrôlent nos institutions, mais également par un narcotrafic rampant. Un pays où on puisse évidemment vivre en sécurité, mais surtout avec des perspectives d'avenir, c'est-à-dire avec un espoir pour nous et pour nos enfants. Et c'est là où l'une des questions principales, à mon sens, que les ruches doivent avoir à l'esprit à chaque fois qu'elles accueillent des nouveaux membres ou qu'elles se rencontrent entre elles, euh, doit commencer par une réflexion individuelle sur le rôle que chacun d'entre nous, d'une part, aurait rêvé de jouer s'il avait eu toutes les cartes en main au cours de sa vie, et d'autre part, quel rôle cette personne aspire à jouer dans la société de demain. En faisant ça, on prend le contrepoint de la logique d'Emmanuel Macron, qui, rappelez-vous, avait indiqué qu'il trouvait normal et sain que la jeunesse rêve d'être milliardaire. C'est-à-dire qu'il confondait le moyen et la fin, et qui surtout aspirait à une société où l'objectif de chacun serait de s'exfiltrer de cette société, de vivre dans une bulle, dans un monde à part, sans les contraintes que subissent au quotidien les individus. On doit aspirer à une société qui, à l'inverse, nous fasse rêver de demeurer en son sein, ne nous fasse pas rêver de mondes artificiels où l'argent achèterait tout et nous sortirait des contraintes du commun. On doit rêver une société où le commun devienne désirable. C'est la seule façon que l'on aura aujourd'hui et demain, tout simplement de continuer à exister et ne pas entrer dans des logiques de désagrégation comme celle qu'a créée la Macronie. Et donc cette question, à mon avis, doit être cardinale dans vos échanges entre vous et avec les personnes à qui vous allez vous adresser. Quel rôle vous auriez rêvé de jouer lorsque vous étiez enfant, si vous aviez eu le contrôle absolu sur votre vie? Parce que vous aurez peut-être une minorité qui vous répondra j'aurais rêvé non pas avoir un rôle particulier, mais dirait j'aurais rêvé être milliardaire. Mais la plupart des gens penseront à un rôle. De la même façon que lorsqu'on était enfant, on rêvait plutôt d'être pompier, pour certains policiers, pour d'autres astronautes, et on ne rêvait pas à l'argent, vous voyez. Et donc dès que vous placez la question sur la question de la fonction, qui doit être qui doit présider en fait à toute politique, quelle fonction chacun peut-il jouer, qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, et qu'est-ce que la société doit faire pour qu'il puisse apporter quelque chose à celle-ci, eh bien, vous changez en fait complètement l'approche aux politiques, et vous commencez à réintéresser des personnes qui s'en étaient éloignées. Donc je pense que l'abordage que l'on devrait avoir à l'égard des personnes, c'est cela. Cela et les grandes questions dont je vous parlais, de santé, d'alimentation, de sécurité, évidemment de lutte contre la corruption et l'impunité, d'accès à la justice, avant de rentrer dans la technicité programmatique et des débats que nous sommes en train d'avoir et que nous allons continuer à avoir sur les moyens d'arriver à ces fins. C'est un monde où le bonheur redevienne possible, où la santé redevienne un droit, où l'alimentation saine redevienne une possibilité, où la tranquillité d'esprit du fait d'un fonctionnement judiciaire et institutionnel normal puisse redevenir un acquis. Ces éléments-là, ce sont nos objectifs, nos fins, et une grande majorité de la population ne s'intéressera pas au premier abord aux moyens d'arriver à cette fin. Et donc il faut faire très attention à ne pas placer la charrue avant les bœufs, et il faut faire très attention à commencer d'abord par parler de ce qui peut apparaître comme des évidences, mais qui est souvent oublié ou négligé par nos politiciens, qui préfèrent le plus souvent d'ailleurs parler de tambouille, de comment est-ce qu'ils vont se faire élire, de à quel point leurs adversaires sont mauvais, et ainsi de suite, et finissent par tout simplement mettre de côté le fait qu'ils s'adressent à des individus qui ont des aspirations et qui ont des attentes légitimes auxquelles il faut répondre, et qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de s'intéresser aux moyens précis qui vont être mis en œuvre pour arriver à cette fin. Dès lors qu'on aura commencé à approcher les personnes de cette façon-là, évidemment, ça va vous permettre sur l'ensemble du territoire de faire remonter les préoccupations
des personnes qui sont impliquées dans les ruches, mais aussi qui vont être au contact avec ces ruches, mais à travers ce butinage, aussi de faire remonter les spécificités locales. Parce que certes, la France est un État-nation, certes, c'est un État très centralisé, centralisateur, et certes, cela a produit des effets très homogénéisants sur l'ensemble du territoire et de la population, c'est-à-dire que être français, c'est une identité qui est très forte, beaucoup plus que dans certains autres États. Mais évidemment, nous restons un territoire qui n'est pas seulement divers, mais pluriel, avec parfois des attentes, des façons d'approcher le monde et les réalités et des contraintes qui sont contradictoires. Et donc, il est fondamental que ce Discord et de façon générale nous reviennent des éléments sur ces spécificités. C'est fondamental parce que nous n'avons pas vocation à arriver avec nos gros marteaux et depuis Paris ou quelque autre ville, expliquer à tout le monde comment ils doivent vivre et quelles sont les mesures qui doivent s'appliquer à eux unilatéralement. Notre objectif aussi est évidemment de redistribuer, de redonner de l'importance non seulement aux territoires, mais aux échelons les plus vulnérables de la société et que l'on considère aujourd'hui comme les plus bas, pour les remettre en fait en avant. Et donc, évidemment, là, vous aurez un rôle fondamental, je disais de butinage, parce que quelque part, c'est un peu l'approche que l'on doit avoir, c'est-à-dire aller de fleur en fleur et en rapporter quelque chose à la ruche qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui peut intéresser ou pas, ce qui a froissé ou pas, et à partir de là, reconstruire non seulement une pensée, mais des propositions et une action qui permettent de toucher non seulement le plus large monde, mais en prenant en compte sa diversité et sa différence, et de générer, je ne vais pas pousser la parabole trop loin, ça va devenir un peu lourd, mais en l'occurrence c'est du miel pour les abeilles, nous de la proposition et de l'action politique qui nous permettent de nous nourrir, de nous étendre et de nourrir le reste de la société. Donc cet élément-là fondamental s'accompagne évidemment, et je pense que ça doit être notre priorité en termes d'action, de l'organisation de propositions de déplacements avec des rencontres et des conférences auxquelles je pourrais participer, et de plus en plus les personnes qui vous apparaîtraient, des personnes ressources importantes qui pourraient apporter quelque chose et tirer quelque chose du fait d'aller sur un territoire donné. Là, on rentre dans une question qui est peut-être plus pragmatique, entre guillemets, qui consiste à dire que face à l'effondrement prochain de ce système, que ce soit lors de la prochaine échéance électorale présidentielle en 2027, ou plutôt si jamais la crise institutionnelle actuelle s'aggrave, il va falloir nous tenir prêts à éventuellement accélérer la cadence et très rapidement être en mesure de soit participer à ces échéances, soit peser sur celles-ci. Et donc, comme vous le savez, pour la présidentielle, il y a un enjeu qui est fondamental, qui est celui des 500 signatures. Pour être tout à fait honnête, pour avoir les 500 signatures, en théorie, il faut à minima 15 à 20 personnes qui travaillent à temps plein à la récolte de ces signatures. Récolte qui est l'étape ultime, parce qu'évidemment, pour y arriver, il faut d'abord démarcher, se faire connaître des maires, échanger avec eux, les rencontrer une fois, 2 fois, 3 fois, les proposer de me rencontrer, parler avec leurs adjoints, avec leurs conseillers, afin de les acclimater à ce que nous sommes, leur expliquer leur rôle, l'importance qu'il y a au fait de participer à cette démarche de parrainage, leur expliquer qu'ils sont un peu plus de 36 000, que parmi ces 36 000, en général, seulement un tiers donnent un parrainage, donc ils ont un véritable rôle à jouer et une capacité réelle à permettre le déclenchement de candidatures citoyennes qui puissent apporter quelque chose à la discussion à l'échelle nationale. Et donc, dans cette dynamique-là, il faut évidemment essayer de coupler les choses, c'est-à-dire d'un côté, aller les voir, échanger avec eux, les sensibiliser et leur proposer de les rencontrer, de me rencontrer, et en parallèle, réfléchir, y compris si vous habitez dans des petits villages, peut-être surtout si vous habitez dans des petits villages, des déplacements qui, même si on rencontrerait seulement 5, 10, 15, 20 personnes, permettront de saisir une réalité qui autrement resterait très distante. Il faut qu'on joue avec un système qui essaye d'écraser la différence politique en passant par le haut, en passant par la manipulation des masses, à travers les médias mainstream, à travers les réseaux sociaux de plus en plus. Il faut qu'on prenne le contrepoint absolu de ces démarches, et la seule façon de prendre le contrepoint absolu de ces démarches, c'est d'être
extraordinairement modeste et humble. Et c'est le sens de mes démarches qui ont consisté à prendre attache avec des personnes que j'avais, pour certaines, déjà rencontrées, qui sont en fait ce qu'on considère être les petits candidats des élections présidentielles passées, pour m'imprégner de leur expérience, pour apprendre d'eux, et aussi pour donner une écoute à des personnes qui ont été très souvent ridiculisées ou méprisées parce qu'elles avaient été pas les plus visibles et n'avaient pas réussi en fait à se mettre en avant ou n'avaient pas été mises en avant par le système et avaient en conséquence fait l'objet de toute une série de dénigrements et de mépris de la part de nos élites. Donc la démarche qui consiste à commencer par échanger avec ces personnes, plutôt que de façon grandiloquente commencer à se présenter pour ce que de toute façon ils savent que l'on est, c'est-à-dire des personnes et un mouvement légitimes à se présenter à cette élection et en capacité surtout de gouverner demain un pays aussi important que la France, avec ses 70 millions de citoyens et avec l'immense appareil productif, industriel, économique, social, mais également étatique et répressif, qui réside entre les mains de nos gouvernants actuels. Donc nous, il faut on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, mon parcours est quelque part un légitimement suffisamment important qui nous permette d'éviter cet écueil, qui permettra d'éviter l'écueil qu'ont connu beaucoup de petits candidats, qui avaient pourtant des choses à dire, mais qui ont été tout de suite écrasés parce que, n'ayant pas d'expérience avec l'appareil d'État ou n'étant pas considérés comme des enfants de la balle, on les avait écrasés. Et la synthèse que l'on propose, qui consiste à partir, on va le dire clairement, d'un enfant de bourgeois ayant eu tout ce qu'il voulait dans la vie et qui, à un moment donné, a décidé d'entreprendre un travail de déracinement et d'engagement aux côtés d'un peuple qu'il avait accueilli et adopté, qui est le peuple français, et à partir de la base, commencer à chercher à en comprendre les complexités et remonter peu à peu vers la surface avec ce peuple-là, à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, le Convoi des libertés, et ainsi de suite, après un engagement auprès de Wikileaks et d'autres instruments au service de ce dit peuple, et bien évidemment, ça nous donne à la fois une force qui potentiellement, très rapidement, va devenir massive, sans se retrouver face au procès en illégitimité que d'autres qui auraient eu la même démarche se seraient vus reprocher. Et donc, la modestie, elle doit intervenir aussi dans la façon de faire campagne. C'est-à-dire prendre le temps de s'imprégner des réalités du pays. Et comme on l'avait fait au moment des Gilets jaunes, on avait donné des conférences dans les 4 coins du territoire, en allant à la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, en allant à Juvisy, dans la Sarthe, dans des bars associatifs et ainsi de suite, de façon discrète, sans chercher à marquer le coup médiatiquement, simplement se retrouver au contact de citoyens afin qu'ils nous présentent leur situation et qu'on leur présente nos idées. Et vous imaginez pas la richesse que cela va nous apporter et la chance que l'on a d'entreprendre ces démarches en ayant du temps. C'est-à-dire avec, a priori, 2 ans et demi avant d'arriver à l'échéance et la nécessité d'aller à la fois très vite dans l'organisation de ces déplacements et dans la structuration d'un certain nombre d'activités qui nous permettent tout de suite d'être au contact des individus qui ne nous connaissent pas encore, qui ne sont pas forcément sensibles à ce que l'on est ou à ce que l'on propose, qui ont encore un formatage très important de la part du mainstream, et en même temps préparer notre montée en puissance pour la deuxième phase de la campagne, qui, elle, évidemment, exigera à un moment donné d'avoir une parole qui soit plus nationale et plus homogène à l'égard de l'ensemble de la population. Et donc, si coupler les propositions de déplacement dans chacune des ruches et les prises de contact de la part de ces ruches avec les élus et éventuellement réussir à les rencontrer de façon concomitante, évidemment, ça pourrait être une force extraordinaire qui accompagnerait ce que vous avez déjà commencé à faire parce qu'on reçoit des comptes rendus des ruches. C'est extraordinairement émouvant. Vous imaginez pas qu'ils viennent, encore une fois, de départements extraordinairement divers où chacun, ceux qui ont pris le temps non seulement de se rencontrer, de parler, mais aussi de formaliser ensuite les résultats de ces échanges, nous racontent à la fois leur parcours, à la fois les réflexions qu'ils ont eues sur tel ou tel aspect du programme, à la fois les démarches qu'ils ont envisagé d'enclencher, l'enthousiasme ou non qui a été ressenti, les caractéristiques des échanges, les règles qu'ils ont appliquées, au sujet de quoi je veux vous prévenir de ne pas être rigide. Ne rentrez pas dans l'hyperformalisme démocratisant que
de nombreux mouvements citoyens ont adopté, je pense notamment à Nuit debout, et qui finissent paradoxalement par étouffer l'aspect spontané qui doit rester au cœur de notre démarche. N'essayez pas de rigidifier les choses. On est avant tout des êtres humains, on est à une échelle humaine, et il faut qu'on soit capable d'être au maximum flexible. Et si à un moment donné, on sent qu'il y a des différences d'approche dans la façon de débattre, ainsi de suite, qui apparaissent irrémédiables, il ne faut pas avoir peur de se scinder. Il ne faut pas avoir peur d'organiser des sous-groupes et de prendre le temps de construire de façon différente, parce qu'il y a des chemins différents dans l'entreprise que nous souhaitons construire ensemble, et qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de raison d'avoir systématiquement raison, et il n'y a pas de moyen absolu dans la chose politique. Il n'y a que des opportunités qu'il faut modeler selon les personnalités des personnes avec qui on travaille, selon leur milieu social, selon leur culture politique préalable ou non, selon leur niveau de formation, et à partir de là, en fait, selon leur disponibilité, évidemment, et ensuite, seulement dans un deuxième temps, trouver la forme idéale, mais qui ne doit pas être uniforme à l'échelle du territoire. Et donc là, évidemment, Ina va vous donner quelques éléments supplémentaires qui sont des guides et non pas des impératifs sur les façons de faire, et éventuellement, pour chacun d'entre vous, la possibilité de remonter vers nous des difficultés que vous connaîtriez pour qu'on puisse intervenir, pour essayer de vous aider à trancher et trouver d'autres chemins dans le cas où on retrouverait des obstacles qui se transforment en impasse. Dans cette dynamique-là, et une fois ces questions abordées, il vous reste évidemment des enjeux fondamentaux qui sont les activités purement localisées, que ce soit les tractages, les organisations des activités horizontales au sein d'un territoire, et le travail programmatique, c'est-à-dire la remontée de différences, divergences, interrogations, contradictions que vous auriez sur la base que nous venons de proposer. On va essayer de créer une structure, on a créé une structure qui est un peu duale, dans laquelle on aurait des pôles qui, en termes de logistique, de communication, d'organisation d'événements, seraient créés à l'échelle nationale pour venir en appui des ruches locales, pour ceux qui n'ont pas forcément l'expérience, les compétences et éventuellement les financements, et qui auraient besoin d'un appui du niveau national, qui est des référents à l'échelle nationale, qui puissent justement venir en aide à ce niveau-là. Au-delà du travail programmatique et des actions horizontales qu'il y a à mener, il y a aussi tout un travail d'éducation populaire qu'on peut mettre en œuvre. Vous comprenez, notre objectif n'est pas de servir l'ambition d'un seul ou même d'un collectif. Notre objectif est qu'à travers le chemin que nous allons embrasser, chacun d'entre nous progresse et soit un peu plus heureux, un peu plus digne et un peu plus capable de faire face aux nombreux obstacles et difficultés qui peuvent naître au cours d'une vie. Et donc, tout un travail de sensibilisation des réalités que chacun peut connaître qui échapperaient à d'autres, mais aussi d'un certain nombre d'œuvres, de réflexions qui ont déjà été élaborées par le passé et qui pourraient être portées à la connaissance d'individus qui n'ont pas forcément eu la possibilité d'aller à l'université alors qu'ils le souhaiteraient, ou qui, à l'inverse, parce qu'ils ne sont pas allés à l'université, ont très vite commencé à avoir des activités artisanales ou industrielles ou industrieuses, ont un savoir pratique qui manque à ceux qui appartiennent aux classes bourgeoises et qui ont eu plutôt une préférence pour le développement d'un rapport aux savoirs abstraits. Ce mélange, il est fondamental et cette sorte d'éducation populaire à nouveau horizontale doit être un cœur d'activité des ruches qui va permettre à la fois de sensibiliser sur ce qui a déjà été préparé. Par exemple, nous pourrons transmettre un certain nombre d'ouvrages que j'ai pu écrire qui, à la fois sur l'analyse de la société, par exemple, quand vous parlez aux gens d'oligarchie, c'est pas un vocabulaire auquel ils sont habitués pour beaucoup. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on qualifie quelque chose d'oligarchie. Et Crépuscule peut permettre de donner des instruments pour comprendre qu'est-ce qu'une oligarchie de façon pratique, à travers des histoires d'individus qui ont des corps, qui ont des parcours, qui sont connus, qui sont, dont on va oublier les noms, ainsi de suite, parce qu'on les connaît déjà, que ce soit Gabriel Attal, Emmanuel Macron, et ainsi de suite, et comprendre à travers ces histoires que tout le monde connaît, eh bien, comment est-ce qu'on en est arrivé à considérer que la France était oligarchique et pourquoi est-ce que c'était problématique que la France soit oligarchique? Il y a, par exemple, sur le fil Telegram que j'avais créé il y a quelques années, de très nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, mais aussi des conférences scientifiques qui sont en libre accès.
et qui permettent en fait d'alimenter une vision du monde que l'on pourrait à notre tour répandre, que ce soit par l'organisation de ciné-clubs, de conférences, de débats et ainsi de suite. Et évidemment, il y aura le pool de savoir que l'on va créer communément sur ce Discord, mais ailleurs, avec des ouvrages de référence, avec des analyses, des synthèses, qui nous permettront à nouveau de les redistribuer. Et enfin, la dernière action, et je vais en finir là, c'est évidemment la participation ponctuelle et à titre propositionnel à des activités caricatives et à des engagements sociaux qui soient déjà existants, que ce soit des soupes populaires ou d'autres, afin aussi de nous rendre utiles dès à présent, de ne pas attendre d'arriver à une quelconque position de pouvoir si jamais il nous fallait y arriver, pour commencer déjà, à travers cette première rencontre que nous aurons mise en œuvre, eh bien voilà, et il y a au sein des ruches, je l'ai déjà vu, des personnes qui ont une expérience de ces engagements. Et à l'inverse, d'autres qui ont été trop timides ou trop distantes de ces mondes, qui ne l'ont jamais fait. Et donc, apporter ces propositions d'échange et ainsi de suite, sans jamais mettre l'autre dans une position de gêne quant à son intention ou non de le faire, qui l'amènerait à se sentir forcé, et apparaît finalement assez important. Et une fois que l'on met ensemble l'ensemble de ces éléments, auquel il faut ajouter un dernier, qui est tout simplement la question financière, c'est-à-dire dans la mesure de nos moyens pour chacun, abonder l'association que nous avons créée et dans laquelle je n'ai aucune fonction dirigeante ou quelconque contrôle statutaire, mais qui nous servira à redistribuer des fonds, à permettre à des groupes locaux d'imprimer des affiches s'ils n'en ont pas les moyens et ainsi de suite, eh bien, de tout simplement essayer de structurer un mouvement financier. Et ce que l'on va faire dans un deuxième temps, ça va être à l'échelle nationale des appels aux dons ciblés, c'est-à-dire qui concerneront par exemple l'impression de tant d'affiches. Et donc on indiquera très clairement quel sera l'objectif, et ça nous permettra derrière de mettre en branle ces activités-là. Ce qu'ils peuvent déjà, et c'est là-dessus que je vais finir, identifier les moyens matériels déjà disponibles localement au niveau des ruches, que ce soit pour, à l'échelle locale, commencer à organiser des activités sans attendre qu'il y ait un échelon national qui vienne abonder ces ruches, ou ceux qui pensent même qu'il y aurait des ressources locales qui pourraient être mobilisées pour lancer des activités à l'échelle nationale, qui n'hésitent pas. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 2025, la culture militante traditionnelle qui habite certains d'entre vous, qui ont travaillé au succès d'organisations partisanes ou syndicales, n'est pas caduque, mais doit être actualisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vaincre votre timidité, non pas en allant tracter seulement dans un marché ou ainsi de suite, parce qu'il ne faut pas oublier que notre société a généré tellement de solitude qu'il est de plus en plus difficile de rencontrer des personnes, y compris sur ces lieux de socialisation qui, jusqu'ici, pouvaient produire du lien. Mais en proposant, par exemple, un texte sur un réseau social, une image, voire une vidéo de soi, expliquant pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés. Un peu ce que vous avez fait à l'écrit sur ce Discord, et je peux vous assurer que tout me remonte. Un peu ce que vous avez fait à travers les propositions de mèmes et d'affiches, dont vous voyez qu'on les refait circuler régulièrement sur nos réseaux sociaux, et qui ont été extraordinaires au point où vous avez généré une forme de panique extraordinaire. Il y a des personnes qui ont cru que nous étions le nouveau Macron. Je dis nous parce qu'on est un collectif, à la différence de ce qu'était Emmanuel Macron, et je m'inclus dans ce collectif, et je suis juste la partie visible de cet iceberg, parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait si rapidement mobiliser autant de graphismes, autant d'images, autant de propositions, sans avoir des soutiens financiers extraordinaires. Et c'est vrai que quand vous regardez les productions des partis comme Renaissance et d'autres, vous voyez que c'est très léché, très travaillé, que ça a coûté des dizaines de milliers d'euros, et que c'est pourtant moins efficace que ce que vous nous avez proposé jusqu'ici, et qu'on a relayé. Et donc tout de suite, des gens sont rentrés en panique en se disant « mais en fait, ça y est, c'est le système
est en train de nous imposer une fausse opposition, une nouvelle alternative qui est complètement fictionnelle, en oubliant, d'une part, évidemment, à quel point notre parcours est en contradiction absolue avec ceux qui nous gouvernent, absolue, et d'autant plus absolue que le point de départ est le même. C'est là où, justement, on mesure à travers les actes et à travers la construction d'un parcours sur 15-20 ans, tout ce qui peut amener certains à devenir des banquiers chez Rothschild, puis après des soldats au service de l'oligarchie, et ceux qui, au contraire, par miracle, réussissent à sortir de la matrice dans laquelle ils avaient été formés, et année après année démontrent leur engagement et leur attachement à l'idée de servir un bien commun, et en l'occurrence un peuple et une patrie. Eh bien, cette panique-là, elle est extraordinairement belle, parce qu'il leur aurait suffi d'aller sur ce Discord pour voir que tout ce que nous postions venait de vous, et était accessible de façon parfaitement transparente. C'est-à-dire de citoyens qui, cherchant à se ressaisir de leur destin, ont décidé de contribuer à un projet collectif et se sont montrés plus efficaces que les machines oligarchiques qui nous gouvernent. Et ça, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Non seulement que c'est extraordinaire, mais que ça crée une responsabilité importante qui consiste à devoir se montrer à la hauteur de ce que vous produisez et à le couver, le protéger et à le porter là où vous le souhaitez. Et cette responsabilité, je la ressens et j'ai une fierté immense à l'idée, et c'est là où je répète que le nombre est important. Les 7000 personnes que nous sommes aujourd'hui sur cette seule plateforme, et toutes celles, évidemment, c'est un point fondamental, être très attentif à ceux qui ne comprennent rien à cette plateforme qui est quand même très difficile à comprendre, y compris pour des gens qui sont formés informatiquement, aux réseaux sociaux, ainsi de suite, et en faire une base, mais qui ne soit pas suffisante, autosuffisante. Il faut l'ouvrir en permanence, il faut prendre le temps aussi d'aller voir et d'entendre ceux qui disent qu'ils ont des difficultés, il faut aller les chercher lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux en ce sens, leur proposer de l'aide, leur proposer des alternatives et réfléchir aussi de façon un peu autonome, sans dépendre de mon impulsion, à des façons de leur proposer des restitutions ou des moyens alternatifs et nous faire remonter évidemment ce qui vous apparaîtrait comme des instruments utiles pour continuer à les toucher et les impliquer dans ce mouvement et surtout ne pas les exclure du fait encore une fois, des limites de ces instruments et de différences dans notre formation et dans notre capacité à utiliser ces outils. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous dire que je vous aime très sincèrement parce que vous êtes très courageux et pour être arrivé jusqu'ici et sur ce serveur, y compris si vous êtes un agent de la DGSI parce qu'il y en a et des RT, soyez la bienvenue, écoutez-nous, entendez-nous et laissez-vous séduire par un projet, une démarche qui a pour vocation à sauver un pays qui est en train de couler et éviter la génération de nouvelles violences que l'on nous promet. Parce que derrière le spectacle indigent que nous propose notre classe politique, il y a évidemment le danger généré par la peur, par l'angoisse, par l'anxiété. Et ce danger, c'est simplement celui de la mort. Celui de la mort des nôtres, de nos aînés traités comme vous savez qu'ils le sont, de nos enfants et de ceux que nous ne féconderons pas parce que ce pays et cette société nous le rendent impossible. Il y a un enjeu vital et il nous appartient de l'embrasser. Je vous remercie d'avoir eu la patience de ce long exposé et surtout, je vous incite à rester pour entendre Ina qui va vous parler d'un petit guide qui a été élaboré concernant le fonctionnement interne des ruches. Et surtout, je vous incite à nous écrire autant que possible, aussi régulièrement que possible, ne pas avoir l'instant d'un doute quant au fait que tout ce qui est produit est lu et qu'on fait tout notre possible pour ne rien rater, c'est possible et il faut ne pas hésiter à réinsister encore et encore si vous sentez que quelque chose d'important a été dit mais n'a pas été reçu ou partagé, parce que nous sommes en train, en fait, nous faisons l'inverse de ce qui a été fait en politique ces dernières décennies, c'est-à-dire que la masse a tout d'un coup explosé et la tête reste extraordinairement resserrée.
Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'étendre progressivement nos moyens de traitement de tout ce que produisent les ruches pour peu à peu arriver à une ampleur similaire à la vôtre. Et pour pouvoir du coup avoir un équilibre entre cet engagement immense citoyen et l'accueil et la circulation de l'information et des pouvoirs qu'il va générer. Voilà, on essaie, en fait, on est en rattrapage, on est derrière vous. Moi, j'essaye de coller à votre rythme, vous le voyez, vous produisez des mèmes, des affiches, on essaie de les partager. Il y a des gens qui ont le collectif Aurore qui essayent eux aussi de le faire. Ça génère des critiques, des inquiétudes, des doutes. Il y a beaucoup de débats, mais est-ce qu'il faut aller voir un tel, etc. Nanana. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le plus œcuménique et le plus large possible, d'embrasser un maximum de perspectives contradictoires pour peu, encore une fois, qu'elles soient sincères, qu'elles aient pour vocation de défendre des idées, qu'elles aient pour origine des véritables sentiments et pas des intérêts. Voilà, c'est notre seule condition. C'est pour ça qu'on se construit en fait contre tout ce qui fait notre classe politique actuelle. Parce qu'ils veulent présenter des candidats, parce qu'ils veulent présenter gagner de l'argent à travers des financements publics et ainsi de suite, parce qu'ils ont fait de l'élection une fin et non un moyen, eh bien se retrouvent en permanence à courir derrière le peuple et non pas à lui proposer des choses. Nous, c'est l'inverse. On accueille, on accueille, on accueille, on accueille, et à partir de là, on essaie de restituer de façon la plus sincère, la plus honnête possible, en se trompant parfois et ainsi de suite, en sachant encore une fois que de toute façon, notre philosophie générale est de rendre et de redistribuer et de ne pas garder pour nous. Et c'est une philosophie qu'on a adoptée depuis des années et que moi, à titre personnel, j'ai tenté de maintenir de façon la plus sincère possible, que ce soit avec la publication de livres qu'on mettait en libre accès derrière, que ce soit la défense de militants qui, dès qu'on pouvait, étaient défendus gratuitement, que ce soit à travers l'utilisation de notre visibilité, de ma visibilité dans l'espace médiatique, puis sur les réseaux sociaux, pour défendre des causes et des idées, et non pas pour défendre mes intérêts, et évidemment la mise en danger de ma profession en tant qu'avocat, pour sauver la peau des fesses, pardonnez-moi de le dire de cette façon, de personnes qui s'étaient mises en danger parce qu'eux-mêmes avaient voulu faire front face à ce gouvernement d'incapables et exprimer leurs idées. Voilà, bon, là-dessus, et après cette conférence très ACMR, AMSR, ASMR, ASMR, voilà, bon, vous m'avez compris. On vous laisse. Vous inquiétez pas sur l'informalité de ces échanges. C'est justement parce que on est ensemble, on est entre nous, qu'on se permet un peu d'y aller tranquillement et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agira de se confronter à ce que vous savez, on retrouvera la dynamique et les positions que vous nous connaissez. Donc plein de pensées, plein d'amour, plein d'encouragement, plein de remerciements pour tout ce que vous faites. Et surtout, continuez à faire le bien, continuez à lutter contre le mal qui nous menace tous, y compris individuellement, à chaque instant, y compris lorsqu'on en est sur le droit chemin, et continuez à faire de cette aventure quelque chose qui vous apporte et qui apporte à l'autre, et non pas qui finisse par nuire, ni à soi, ni à celui qui serait autour de soi. Je vous embrasse très fort et je laisse la parole à Aïna. Oui, pardon. Il y a eu un problème de connexion. Je suis désolé, je vais essayer de rattraper rapidement. Sur la question des événements, en fait, il faut faire remonter des propositions. C'est-à-dire que vous habitez dans une ville, dans un village, dans un arrondissement d'une grande ville, dans une petite ville, où que vous soyez. Si vous vous sentez en mesure d'organiser un événement, vous nous le faites savoir, que ce soit sur le Signal ou le WhatsApp ou ici sur le Discord. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'abord d'en discuter avec les personnes que vous avez vues dans votre ruche. Mais si ce n'est pas le cas, parce que vous êtes dans un département qui, pour l'instant, n'a pas pu organiser un événement, mais que vous vous sentez en mesure de m'accueillir ou d'organiser quelque chose avec des personnes qui pourraient être intéressantes, vous nous le faites remonter. Et à partir de là, on essaie de voir ensemble si il faut louer une salle, si on peut organiser ça dans un endroit associatif, avec l'aide d'un certain nombre de structures ou non. Et il faut qu'on soit aussi spontané et le moins timide possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de générer du mouvement. On est quand même face aux personnes qui nous gouvernent avec un seul avantage, c'est notre flexibilité et notre dynamisme et notre spontanéité. Eux, eux participent à des structures qui sont lourdes, qui requièrent, quand ils font des déplacements, énormément de protocoles, énormément d'énergie, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fois, évidemment, faire des événements où on peut s'adresser à beaucoup de monde,
notamment universitaires, à travers les universités, et ainsi de suite. Mais en parallèle, on cherche vraiment à connaître et toucher le pays en profondeur. Donc, si vous habitez dans un village de 500 habitants, il ne faut pas être intimidé. C'est très bien. Si vous habitez dans une grande ville et que vous dites que vous avez les moyens de nous accueillir d'une quelconque façon que ce soit en organisant quelque chose, soit en pouvant simplement loger, soit en pouvant mettre à disposition un réseau de personnes à contacter pour qu'elles viennent à un événement, soit en ayant des ressources euh, de connaissances sur le terrain, c'est-à-dire par exemple en ayant des lieux à nous faire découvrir et des histoires à nous faire connaître, eh bien, il faut surtout pas hésiter. Soyez le plus libre, sentez-vous vraiment libre de nous faire remonter, et de toute façon, on essaiera de filtrer, de rendre la chose rationnelle, vous voyez, de ne pas non plus d'entrer dans une situation d'épuisement à très court délai. Mais il faut qu'on aille à la rencontre. Et dans la mesure du possible, si on arrive à coupler ça avec, encore une fois, la rencontre de personnes qui seront en mesure de nous permettre éventuellement de participer à une campagne présidentielle, eh bien tant mieux. Et l'avantage de ce système, qui est très décrié, moi je ne suis pas forcément d'accord. Les maires sont les seules personnalités politiques qui restent appréciées par les Français. Euh, Pas tous, évidemment, de très loin. En tout cas, c'est les moins méprisés. Et pour une raison très simple, le fait qu'ils soient 36 à 38 000 fait qu'on a, y compris lorsqu'on est très isolé, on a tous, ou qu'on habite dans un bout de territoire peu peuplé, on a un maire, on a un maire. Et il y a beaucoup de maires qui sont maires de villes, de villages de 1000, 2000, 3000, 5000 habitants, qui font ça plutôt par esprit de sacrifice que par ambition quelconque, et qui n'appartiennent pas forcément à des structures partisanes, et qui ont envie d'être entendus, et qui ont envie aussi de participer à la vie de la société, qui vont être contents de voir venir des gens qui vont s'intéresser à ce qu'ils font, à leurs difficultés, aux lourdeurs qu'ils rencontrent, à ces scandales que l'on peut connaître régulièrement au sein des intercommunalités, et ainsi de suite, à la façon dont souvent les partis politiques euh, favorisent les élus qui les soutiennent, et au détriment des élus qui, eux, n'ont pas d'étiquette. Vous voyez, toutes ces problématiques-là font qu'il y a des milliers de maires probablement qui sont en attente qu'on aille les voir. Et donc, ça permet de voir que même si ça peut paraître peu ambitieux, chaque déplacement peut avoir son intérêt, pour peu évidemment après derrière qu'on fasse cet effort et qu'on s'assure que ce soit fait au mieux. Et ce qui va naître, ça va être de l'échange en fait. C'est dans l'échange qu'on va avoir mutuellement qu'on va réussir à trouver. On a déjà eu des propositions à Clermont-Ferrand ailleurs. J'ai été en Martinique une semaine et là je vais à Pau voir Jean Lassalle, que j'avais déjà rencontré, qui, souvenez-vous, avait écrit un livre qui s'appelle Après le crépuscule, l'aurore, en hommage à Crépuscule, et qui est quelqu'un sur lequel on aime beaucoup rire, qu'on aime beaucoup décrire aussi, parce qu'il a eu des choix qui ont pu sembler troublants à certains moments, et ainsi de suite, mais qui quand même a une voix, c'est le cas de le dire, et incarne quelque chose qui mérite d'être entendu. Et donc, tout ça pour vous dire que je vais à Pau, et que du coup, nos amis de Pau et des environs ne doivent surtout pas hésiter à nous proposer à côté qu'on fasse un certain nombre de choses. Et en vrai, si on a encore la possibilité de le faire, organiser une conférence avec Jean Lassalle serait extraordinaire, parce que ça nous permettrait de faire d'un déplacement très local quelque chose de beaucoup plus ample, parce que ça nous permettrait éventuellement de le filmer, ainsi de suite, et de le faire connaître à tout le monde, et de faire connaître nos divergences, nos points de contact avec cet individu, et avoir un partage d'expérience qui soit démocratique et populaire. Bonne soirée, n'hésitez pas à nous transmettre des questions, et évidemment on y répondra. Là on est un peu bloqué, mais il faut absolument nous faire remonter au maximum, parce que il faut qu'on élabore ensemble. Voilà, on vous embrasse très fort, à très vite.